Le jour où j'ai compris que j'étais invisible, c'était le même jour où j'ai enfin commencé à exister. Le déménagement de mon fils, Antoine, était presque terminé. Le grand camion blanc bloquait déjà une partie de la rue étroite, ses portes arrière béantes comme la gueule d'une bête affamée. J'avais conduit 2 heures depuis ma petite maison au cœur de la France profonde, traversant des champs de tournesols endormis sous le soleil matinal, le cœur gonflé de cette joie simple que seules les mères connaissent. Il emménageait dans sa nouvelle maison, une charmante bâtisse en pierre avec un jardin en friche, un projet qu'il avait chéri pendant des mois. Je m'étais réjoui avec lui, imaginant déjà les repas de famille dans le futur salon, les rires d'enfants, mes futurs petits-enfants résonnant entre ces murs. Mon panier en osier, rempli de conserves maison, de confitures de prunes et d'une quiche lorraine encore tiède, balançait doucement au rythme de ma marche. La porte d'entrée était ouverte, et des voix parvenaient du jardin à l'arrière. Un sourire flottait sur mes lèvres. J'imaginais déjà la surprise sur le visage d'Antoine, ma visite étant inattendue. Mais en m'approchant, les mots portés par la brise légère qui s'engouffrait par la fenêtre ouverte du salon firent vibrer une corde inattendue en moi. Ce n'étaient pas les rires joyeux que j'attendais, mais des murmures, des éclats de voix moqueurs, puis une risée, celle de mon mari, Pierre. Une risée que je connaissais par cœur, mais qui, cette fois, résonnait étrangement, teinte d'une familiarité déplaisante. Elle est tellement prévisible, n'est-ce pas? La voix de mon mari, habituellement si posée, était maintenant empreinte d'une légèreté presque insolente. Une autre voix répondit, plus jeune, plus mélodieuse, celle de ma bru, Sophie. Oh, maman Janine et ses petites attentions. Toujours là, toujours à courir après nous. C'est presque pathétique. Mon corps se figea. Le panier glissa de mes doigts engourdis, et la quiche lorraine, encore dans son plat, s'écrasa sur le carrelage froid du vestibule. Un silence étourdissant suivit le bruit. Mes yeux balayaient l'entrée, le papier peint en motifs discrets, le miroir ancien que j'avais aidé Antoine à choisir. Tout était là, familier, et pourtant tout semblait se distordre, se fissurer. Je n'étais pas invité. Je n'étais pas attendu. J'étais juste une gêne. Un poids. Le what surgit alors, violent, implacable. Comment ces deux êtres, que j'avais chéris, nourris, pour lesquels j'avais sacrifié ma vie, pouvaient-ils parler de moi ainsi? L'air autour de moi devint subitement glacé. Mon esprit, d'habitude si calme et organisé, tournait à vide, cherchant désespérément une explication. Mon regard s'arrêta sur une petite figurine en porcelaine, un chat assis sur un coussin, que j'avais offerte à Antoine pour sa première communion. Il l'avait toujours gardée. Ce petit chat, témoin silencieux de mes illusions. Mais laissez-moi revenir 3 mois en arrière. À ce moment-là, ma vie était une tapisserie tissée de certitudes. Mon mariage avec Pierre, qui durait depuis près de 40 ans, était le pilier central. Un mariage sans histoire, pensais-je. Sans passion flamboyante, certes, mais solide, basé sur le respect mutuel et des habitudes confortables. J'avais rencontré Pierre quand j'avais 20 ans, une jeune femme ambitieuse, fraîchement diplômée de l'école de commerce. Je rêvais d'une carrière dans la finance, d'une vie vibrante à Paris. Mais Pierre avait d'autres plans. Il voulait une femme au foyer, une gardienne du foyer, une mère. Et, par amour, par cette docilité naïve que la jeunesse revêt parfois comme un manteau chaud, j'avais consenti. Mon diplôme avait été rangé dans un tiroir, mes ambitions mises de côté. J'étais devenue Janine, la femme de Pierre, la mère d'Antoine. Mon quotidien était une symphonie silencieuse de gestes domestiques. Les repas préparés avec amour, le linge repassé avec une précision maniaque, le jardin entretenu avec une tendresse infinie. Mon domaine, c'était ma maison, notre maison, nichée dans ce petit village où les heures s'écoulaient au rythme des saisons. Pierre, lui, était un homme d'affaires prospère. Il voyageait beaucoup, toujours pour le travail, disait-il. Ses retours étaient des événements, des occasions pour moi de briller, de lui prouver que son foyer était un havre de paix,
immaculé et serein. Antoine, notre fils unique, était la lumière de ma vie. Je m'étais dévoué corps et âme à son éducation. J'avais séché ses larmes, célébré ses succès, encouragé ses rêves. Je me souviens d'un jour où il était rentré de l'école, le visage défait. Il avait raté un examen de mathématiques. Je l'avais assis à la table de la cuisine, et pendant des heures, j'avais disséqué avec lui chaque problème, chaque équation, jusqu'à ce que la lumière se fasse dans ses yeux. Il avait obtenu la meilleure note à l'examen suivant. Cette petite victoire était devenue la mienne, une source de fierté silencieuse. Pourtant, au fil des ans, une légère dissonance avait commencé à s'immiscer dans cette mélodie parfaite. Des silences de pierre, de plus en plus longs, de plus en plus lourds. Des regards fuyants. Des marques d'affection qui se raréfiaient, remplacées par une sorte de politesse distante. Je les avais mis sur le compte du stress, de la fatigue. Les femmes, à un certain âge, sont parfois aveugles aux signaux, ou peut-être choisissent celles de l'être. On préfère croire à la bienveillance, à la routine qui protège, plutôt qu'à la cruauté dissimulée. Et puis, il y avait eu Sophie. Une jeune femme charmante, trop charmante peut-être. Quand Antoine me l'avait présentée, j'avais ressenti une pointe d'appréhension. Pas de jalousie, non, mais une intuition, un frisson. Sophie était directrice marketing dans une grande entreprise parisienne. Elle était moderne, élégante, et ses yeux pétillaient d'une intelligence vive. Elle me traitait avec une courtoisie glaciale, m'appelant maman Janine d'une voix douce qui ne masquait pas une certaine condescendance. Lors des dîners de famille, ses conversations avec Pierre étaient animées, leurs rires complices. Je me souviens d'une fois où ils avaient passé la soirée à discuter des marchés financiers, de stratégies d'investissement, des sujets qui m'étaient devenus étrangers, volontairement. Je me sentais là, au milieu d'eux, à sourire et à hocher la tête, mais en réalité, j'étais déjà invisible, une ombre dans le tableau lumineux de leur échange. Un jour, Pierre était rentré d'un de ses voyages d'affaires, un sourire étrange aux lèvres. Il avait posé sur la table une petite boîte bleue. « C'est pour toi, Janine » avait-il dit. À l'intérieur, un collier de perles fines. Un beau bijou, sans aucun doute. Mais quelque chose clochait. Pierre n'était pas un homme qui offrait des bijoux sans occasion spéciale. Et ce soir-là, il y avait une certaine tension dans l'air, une gaieté forcée. Je l'avais porté, bien sûr, le remerciant avec la gratitude que j'estimais devoir. Le collier est devenu, sans que je le sache encore, un symbole de cette façade, de cette illusion que nous maintenions tous les deux. La première véritable confrontation, si l'on peut appeler cela une confrontation, fut une scène furtive dans notre salon. J'étais en train de ranger des livres. Pierre, pensant que j'étais sorti, était au téléphone. Sa voix était basse, presque un murmure, mais je reconnus des mots. « Oui, je t'aime aussi. » Elle ne se doutera de rien. « Ne t'inquiète pas pour la maison, c'est réglé. » La maison. Notre maison. Mon cœur rata un battement. Qui était-elle? Et qu'est-ce qui était réglé concernant notre maison? Je me sentais traversé par un courant froid, une certitude dérangeante qui commençait à s'insinuer en moi. Il avait raccroché brusquement quand il m'avait aperçu, son visage se refermant comme une huître. « Ah, Janine, je ne t'avais pas entendu. C'était un client, rien d'important. » Son sourire était forcé, ses yeux fuyants. Le collier de perles, posé sur ma table de nuit, me sembla soudain peser lourd, non pas de son prix, mais de la trahison qu'il masquait. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. L'image de ce chat en porcelaine, fragile et immobile, me revenait sans cesse, une prémonition silencieuse. Le choc de la révélation dans le jardin d'Antoine ne m'avait pas brisé. Au contraire, il m'avait rendu étrangement lucide. Comme si un voile s'était déchiré. Je ne suis pas rentré dans la maison d'Antoine. Je ne pouvais pas. Mon cœur, habituellement si grand, était à présent un petit pois desséché. J'ai ramassé la quiche brisée, ses éclats de pâte et de lardons parsemant le carrelage. Mon geste était lent, mécanique. Mes mains,
qui avait nourri et soigné, tremblait à peine. J'ai vu le petit chat en porcelaine, intact. Une force nouvelle, froide et méthodique, s'est emparée de moi. Je suis rentré chez moi, les 3 heures de route étant une sorte de purgatoire. Le silence de la voiture était assourdissant, rompu seulement par le frottement des pneus sur l'asphalte. Mon esprit ne s'emballait pas. Il analysait. Chaque mot de Sophie, chaque rire de Pierre, chaque détail de leur conversation moqueuse se rejouait dans ma tête avec une clarté effrayante. Il me voyait comme une relique, un vestige d'un passé qu'il voulait effacer. Une femme sans volonté, sans rébellion. Ils pensaient que j'étais faible. C'était leur erreur. Le lendemain matin, je me suis levé à l'aube, avant Pierre. Le soleil filtrait déjà par les rideaux de dentelle, jetant des motifs complexes sur le parquet ciré. J'ai préparé le café comme tous les jours, le même arôme familier emplissant la cuisine. Pierre est descendu, sa routine immuable. Il a pris son journal, s'est assis à table, m'a adressé un bref bonjour, Janine, sans lever les yeux. La normalité de la scène était presque insupportable. Mais mes mouvements étaient précis. Chaque geste, de la tasse de café posée devant lui au pain grillé beurré, était empreint d'une intention nouvelle, une résolution que lui ne pouvait percevoir. J'ai passé les jours suivants à observer. Observer Pierre, son téléphone, ses absences, ses silences. Observer Sophie, ses visites amicales à la maison, ses regards échangés avec Pierre, ce sourire qu'elle lui réservait et qui n'était jamais pour moi. C'était comme regarder un film dont je connaissais déjà la fin, mais dont je devais comprendre chaque scène, chaque réplique pour anticiper le dénouement. Ma façade était impeccable. Douceur, attention, la même Janine. Personne ne se doutait de la tempête qui grondait en moi. Une tempête silencieuse, oui, mais dévastatrice. Mon premier pas a été de récupérer les papiers de la maison. Les titres de propriété, les actes notariés, les documents bancaires. Pierre avait toujours géré nos affaires, un homme fort qui s'occupait de tout. Je me souviens de son petit carnet de cuir noir, qu'il gardait toujours dans le tiroir de son bureau, verrouillé. Un jour, alors qu'il était en voyage, j'avais accidentellement trouvé la clé. Mes doigts avaient tremblé en ouvrant le tiroir, non par peur, mais par la nouveauté de cet acte subversif. J'avais trouvé un classeur rouge, bien épais. À l'intérieur, des photocopies, des courriers et la confirmation de mes pires craintes. Non seulement ils avaient une liaison, mais ils planifiaient de me déposséder de la maison, notre maison, le seul bien que je considérais comme mien. Une donation déguisée était mentionnée, des termes juridiques que je ne comprenais pas entièrement mais dont l'intention était d'une clarté brutale. C'était réglé, comme il l'avait dit au téléphone. La rage ne m'a pas submergé. Au lieu de cela, j'ai ressenti une froide détermination. Ce n'était plus une question de cœur brisé, mais de justice. De survie. Le collier de perles, que j'avais toujours porté pour lui faire plaisir, me parut soudain grotesque. Je l'ai enlevé, l'ai posé sur la commode de la chambre, et l'ai oublié. J'ai commencé mes recherches. Le soir, quand Pierre dormait, ou quand il était absent, je m'enfermais dans mon petit bureau. Les livres de droit, les articles sur Internet, les forums de discussion. J'apprenais les nuances de la loi française sur les successions, les donations, les droits du conjoint survivant. Mon esprit, que j'avais cru rouillé par des décennies de domesticité, s'est révélé étonnamment vif. Je découvrais des failles, des protections. Je prenais des notes, méticuleusement, dans un petit carnet à spirale. Chaque fait, chaque article de loi était une arme potentielle. C'était comme construire un puzzle complexe, pièce par pièce, jusqu'à ce que l'image complète d'une stratégie apparaisse. Je me suis souvenu de ce professeur d'économie, Monsieur Dubois, à l'université. Il avait toujours dit que la connaissance était le pouvoir le plus subtil. Je souriais amèrement. J'avais bien retenu la leçon, même si elle arrivait 40 ans plus tard. Le premier signe de ma nouvelle stratégie fut ma visite à l'étude notariale de Maître Laurent. Un homme d'une 60aine d'années,
avec des lunettes sur le bout du nez et une voix grave. Il me connaissait de vue, car il avait géré quelques affaires pour Pierre. J'avais rendez-vous pour une simple consultation. Le bureau était rempli de livres reliés de cuir, l'odeur du papier et de l'encre flottait dans l'air. C'était un lieu de secret, de contrat, de destin. Madame Dubois, que puis-je faire pour vous? Sa voix était bienveillante, mais légèrement curieuse. J'ai gardé mon calme, ma voix posée. Maître, je souhaite réévaluer ma situation patrimoniale et envisager quelques ajustements. J'ai déroulé mes questions, précises, informées. Le contrat de mariage, les biens propres, les biens communs, les implications de la donation au dernier vivant, le droit d'usufruit. J'ai senti son regard changer. La curiosité s'est muée en respect, puis en une légère surprise. Il ne s'attendait pas à une telle connaissance de ma part. Je pouvais voir le what dans ses yeux, même s'il restait professionnel. Je dois dire, Madame Dubois, que vous êtes remarquablement bien informée. On apprend sur le tas, maître, ai-je répondu, un sourire fugace traversant mes lèvres. Il m'a conseillé, bien sûr, mais j'avais déjà mes réponses. Je voulais une révision de mon testament pour m'assurer que mes volontés seraient respectées et surtout, pour protéger ce qui me restait. Je voulais m'assurer que la maison ne tomberait pas entre leurs mains. Les discussions s'étiraient, ponctuées de silence où je pouvais sentir l'acier de ma détermination. Chaque phrase prononcée était une pièce de mon échiquier. En sortant de l'étude, je me suis sentie plus légère, comme si un poids s'était envolé. L'air frais de la ville m'a caressé le visage. J'étais en train de me reconstruire, brique par brique, mais cette fois-ci, sur des fondations solides. J'ai continué à jouer mon rôle à la maison, la femme dévouée, la mère aimante. Personne ne se doutait de la guerre froide que je menais. Le deuxième acte de ma pièce silencieuse a été la gestion de mes finances personnelles. Pierre avait toujours géré les comptes conjoints. Mes économies, maigres, étaient le fruit de quelques travaux saisonniers, de la vente de mes légumes du jardin. Des sommes insignifiantes à ses yeux. Mais pour moi, c'était le fil d'Ariane de ma liberté future. J'ai ouvert un compte bancaire personnel, à mon seul nom. Chaque euro, chaque centime y était méticuleusement déposé. Je vendais mes vieilles broderies, mes confitures, mes légumes au marché du village. Ces petites transactions, insignifiantes pour la plupart, étaient pour moi des actes de résistance. Chaque billet était un pas vers mon indépendance. Je me souviens d'un jour, dans la banque, alors que je remplissais les papiers. Le jeune conseiller, un homme d'une trentaine d'années, me regardait avec une curiosité polie. « C'est une bonne chose, madame, d'avoir son indépendance financière. » Son commentaire innocent fut un écho à mes pensées, une validation de mon chemin. J'ai également commencé à me rapprocher de quelques amis, des femmes que j'avais un peu délaissées avec le temps. Marie, une ancienne institutrice à la retraite, et Simone, une fleuriste qui avait une boutique au cœur du village. Je les retrouvais au café, l'après-midi. Nous parlions de tout et de rien, mais dans ces conversations, je glissais parfois des questions anodines sur la vie des autres, sur les ventes de maisons dans la région, sur les procédures légales, sous couvert de curiosité ou de rumeurs locales. Elle, sans le savoir, me fournissait des informations précieuses, des pièces manquantes à mon puzzle. Maître Laurent était mon principal allié. Nos rendez-vous étaient de plus en plus fréquents. Nous parlions des options de vente, des délais, des meilleures stratégies pour que la transaction se déroule sans encombre et surtout, sans éveiller les soupçons de Pierre. Il faut que ce soit une surprise, maître, une révélation. Une révélation stratégique, Madame Dubois, avait-il corrigé avec un léger sourire. J'ai mis la maison en vente, discrètement, par l'intermédiaire d'une agence immobilière d'une autre ville, à quelques kilomètres. Les visites se faisaient quand Pierre était absent, sous des prétextes. J'invitais des amis, je faisais des travaux de jardinage, ou je prétextais des visites chez ma cousine. Chaque visiteur était un pas de plus vers la fin. Le climax ne fut pas une scène de hurlements, de vaisselle brisée. Non.
Ce n'était pas mon genre. Le jour J, Pierre était rentré de l'un de ses voyages. Il m'a trouvée assise à la table de la cuisine, buvant tranquillement une tisane. Sur la table, à côté de ma tasse, il y avait une enveloppe. Une simple enveloppe blanche. « Janine, tu vas bien ?» Sa voix était lasse. « Parfaitement, Pierre, » ai-je répondu, mon regard croisant le sien. Il y avait une intensité nouvelle dans mes yeux, quelque chose qu'il ne comprenait pas, une étincelle qu'il n'avait jamais vue. Il s'est assis en face de moi, a pris le journal. Le bruit des pages qui tournaient était le seul son dans la pièce. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé l'enveloppe là, une bombe à retardement silencieuse. Au bout de quelques minutes, sa curiosité a pris le dessus. Il a posé son journal, son regard s'est posé sur l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est, Janine ?» ?»« Oh, rien d'important, une lettre de maître Laurent. Juste quelques papiers. » Mon ton était indifférent. Il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un acte. L'acte de vente de notre maison. En bas, ma signature, claire et nette. Et un chèque. Un chèque au nom d'une association caritative pour la protection des femmes victimes de violences conjugales. Un montant à 6 chiffres. Son visage est devenu livide. Il a levé les yeux vers moi, ses pupilles dilatées, comme s'il voyait un fantôme. « Qu'est-ce que c'est que ça, Janine ?» Sa voix était un murmure à peine audible. « C'est très simple, Pierre, » ai-je dit, ma voix claire, sans une once de tremblement. « J'ai vendu la maison. Et j'ai fait don de l'argent. » Le silence s'est étiré, lourd, palpable. Un silence qui semblait absorber tout l'air de la pièce. Il a relu le document, encore et encore, comme s'il cherchait une erreur, une faille, un moyen de nier la réalité. Mais, comment? La maison était à nos deux noms, oui. Mais j'avais aussi mes droits. Et comme je l'ai vendue à l'amiable, il n'y avait rien à dire. Maître Laurent a été d'une aide précieuse. Je prononçai son nom avec une légère insistance. Le choc dans ses yeux était presque satisfaisant. Le puissant homme d'affaires, l'homme qui avait tout contrôlé, était à présent un petit garçon perdu. Il n'y avait pas de rage dans ma voix, pas de vengeance tonitruante. Juste une calme constatation des faits. La justice, par ma propre main, avec une précision chirurgicale. Mais où allons-nous vivre? Ces mots étaient un filet de voix. J'ai pris une autre gorgée de ma tisane. Moi, j'ai déjà un endroit. Un petit village, pas très loin, en Dordogne. C'est très agréable. Quant à toi, je suis sûr que Sophie aura une solution. Après tout, elle est si prévoyante, n'est-ce pas? Le mot prévoyante résonna dans la pièce, une piqûre de rappel de leurs propres mots. Il n'a pas répondu. Il s'est levé brusquement, ses mains serrées sur le comptoir. Il a regardé autour de lui, dans notre cuisine, notre salon, tous ces lieux qu'il pensait contrôler. Les objets familiers, les photos de famille sur le mur, tout semblait se moquer de lui. Et Antoine? Sa voix était empreinte de désespoir. Antoine est un homme. Il fera ses propres choix. J'ai senti une pointe de tristesse pour mon fils, mais la résignation que j'avais ressentie si longtemps avait laissé place à une étrange paix. Je me suis levé, j'ai mis ma tasse dans l'évier. Mes affaires sont déjà dans la voiture. Je pars ce matin. Il m'a regardé avec des yeux vides. Je n'étais plus invisible. J'étais la femme qui avait pris sa vie en main, qui avait renversé leur échiquier. Le déménagement fut simple. Une petite camionnette louée, quelques cartons. Pas de scène déchirante, pas de cris. J'ai laissé le collier de perles sur la commode, un souvenir inutile de ma vie passée. J'ai jeté un dernier regard à la maison, notre maison, qui n'était plus la mienne, mais dont je m'étais assuré qu'elle ne serait pas la leur non plus. L'argent, cette somme si convoitée, servirait à aider d'autres femmes à ne pas subir ce que j'avais subi. La justice était douce, et la vengeance, un plat qui se mangeait froid. J'ai trouvé mon havre de paix dans un petit village de Dordogne. Une petite maison en pierre avec un jardin fleuri,
où le chant des oiseaux remplaçait les silences pesants du passé. J'ai retrouvé des amis, je me suis inscrite à des cours de poterie, de jardinage. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais abandonnée il y a si longtemps. Mes toiles, autrefois des scènes domestiques, étaient maintenant pleines de couleurs vives, de paysages audacieux. Je ne les ai plus jamais revus. Ni Pierre, ni Antoine, ni Sophie. J'ai entendu des échos par des amis communs des rumeurs d'une famille éclatée, d'une entreprise en difficulté pour Pierre, d'un Antoine désemparé. Leur plan de grande vie s'était effondré comme un château de cartes. La maison avait finalement été vendue par l'association à un couple de jeunes agriculteurs. Une belle ironie. Ma solitude n'était pas un vide, mais une plénitude. Une liberté que je n'avais jamais connue. La douleur s'était transformée en force, la trahison en sagesse. La femme invisible que j'avais été s'était évanouie, laissant place à une Janine nouvelle, forte, entière. Parfois, quand je suis assise dans mon jardin, à l'ombre de l'amandier, je pense à ce petit chat en porcelaine. Je l'imagine là, dans le salon vide de ce qui fut ma maison, un témoin silencieux de la fin d'une ère et du début d'une autre. La vie, en fin de compte, était une succession de fins et de commencements. Et ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début de ma propre histoire, enfin. Et elle était loin d'être terminée. J'avais appris que le plus grand pouvoir n'était pas dans la colère, mais dans la sérénité. Pas dans la vengeance bruyante, mais dans la justice silencieuse. Et cette découverte, à 59 ans, valait bien plus que toutes les perles du monde. Mon histoire, que vous venez d'entendre, n'est pas celle d'une victime, mais celle d'une femme qui a trouvé sa voie. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous, Auchon ?